Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous poursuivons notre roman, toujours. Deuxième partie, chapitre 1, mis à la tâche par le sexe. La mort s'approchait et gagnait. Heureusement, la lune perça et le sauva. Tel est le titre de notre chapitre. La suprême injure qui ne se presse pas, ne se lasse pas, n'oublie pas, s'appelle la mort. Elle avait emporté le cousin Lassina du village. Oui, le cousin, et bien que celui-ci fut l'homme qui, par ses intrigues, maraboutages, sacrifices, avait évincé Fama de la chefferie du Orodougou, ce décès était un malheur. Les récriminations devaient être tues. Le défunt appartient au seul jugement d'Allah et ce qui appartient aux parents survivants est d'organiser de dignes obsèques. Fama décida d'aller au village pour les funérailles. Il parcourut toutes les concessions malinquées de la capitale pour faire éclater la nouvelle du décès du cousin et annoncer son voyage. Car Allah continue de bénir et de renforcer la communauté malinquée de la capitale. Chaque malinqué se surpassa en générosité. L'argent fut sorti et offert par tous. Les moyens pour voyager et organiser de grandes funérailles et même plus furent rassemblés. Fama pouvait partir. De bon matin, il se présenta à l'autogar accompagné de Salimata et de beaucoup d'autres malinqués. Les camions en partance pour le nord s'alignaient dans la clameur. Fama embarqua dans le camion du chauffeur Ouedraogo. « Non, non, lui cria-t-on. Descends, vieux, monte dans le camion de tête de file. » Celui qui interpellait se présenta. Délégué du syndicat national des transporteurs. Donc Fama devait descendre sans discuter. C'était comme ça. Syndicat des transporteurs ou syndicat des bâtards. Fama s'en moquait. Il se dressa, dégaina son couteau et malgré les cris de Salimata, menaça le délégué et injuria tout le monde. Le délégué et le syndicat de tous les bâtards, le père et la mère des indépendances. Le délégué recula et laissa la paix à ce fou de malinqué. Il partit. Et dès la sortie de la capitale, Fama se félicita d'avoir à l'autogar découvert toutes ces canines de panthères, de vrais Doumbouya. Il avait eu raison, 20 fois raison d'avoir embarqué par les injures et les menaces dans le camion de Ouedraogo. Il fallait voir les autres croiser ou dépasser. Il fallait voir les chauffeurs, un bras et la tête hors de la cabine criant « S'en fout la mort !» Et dans le vacarme de klaxons et de ferrailles, l'auto croisait. Une autre camionnette organisait un concert de klaxons derrière, puis arrivait à votre hauteur, balançait dans le fossé, vannait les passagers assis pêle-mêle sur leurs bagages, vous dépassait, faisait aussitôt une queue de poisson, attaquait la côte et disparaissait dans la descente. Les abords de la route n'en finissaient pas d'être hérissés de caresses squelettiques, de camions comme vidés par des charognards. Alors que Ouedraogo conduisait avec une prudence de caméléon pour éviter une crevasse pour aborder un tournant, il murmurait 1000 incantations où se mêlaient les noms d'Allah et des mânes. Fama aussi priait pour que tout le voyage se passât favorablement. Il traversait les savanes des lagunes, des arbrisseaux étaient accrochés au pont qui roulait jusqu'à l'infini. C'était le matin. Le soleil venait de pointer et s'empressait de fondre et balayer les nuages avant de monter plus haut et de faire régner un vrai jour d'harmattan. Fama, lui, était préoccupé et mélancolique. Il quittait Salimata, la capitale, tous les amis, toutes les cérémonies, les palabres et il ignorait quand il pourrait revenir. Le patriarcat de la tribu lui incombait après le décès de son cousin. Devait-il l'assurer et demeurer au village ou y renoncer et retourner à la capitale? Fama n'avait pas encore décidé. Évidemment, il allait consulter le devin, tuer des sacrifices et suivre le meilleur sort. Quel qu'ait pu être le choix, Fama devait se préparer à beaucoup de soucis. Il voulait penser pour être prêt à les démêler quand ils devaient survenir. Mais malheureusement, il n'était pas seul. Dans le camion de Ouedraogo, il y avait beaucoup d'autres voyageurs et les 3 voisins de Fama étaient trop volubiles. Fama dut leur indiquer le but de son voyage. Le voisin cria sa surprise. Il s'appelait Diakité, était originaire du Orodougou. Évidemment, il connaissait le village de Fama, la famille Doumbouya avait connu le cousin, avait entendu parler de Fama. Que la paix soit avec toi, Fama.
dit-il avant de poursuivre. Depuis combien de saisons Fama n'était-il pas parti au pays? Des années, depuis des années. Dans ce cas, de nombreuses et désagréables surprises l'attendaient là-bas. Lui, Diakité avait fui son village car son village était de la zone du Orodougou, se trouvant en République populaire de Nikinaï, et le Nikinais, c'était le socialisme. Fama savait-il comment lui, Diakité, avait échappé? Non. Ce fut grâce à la lune, oui, la lune qui marche dans le ciel. Son père était un riche notable, 60 bœufs, 3 camions, 10 femmes et un seul fils, lui, Diakité. Quand arrivait l'indépendance, le socialisme et le parti unique, le père de Diakité, qui était de l'opposition, fut convoqué. On lui signifia que son parti était mort, qu'il avait à adhérer au parti unique LDN. Il adhéra, paya les cotisations pour lui, sa famille, ses bœufs et ses 3 camions. Le lendemain, on le manda encore. Il devait payer les cotisations du parti des années courues depuis la création de la LDN. 10 années de cotisation pour lui, son fils, ses 10 femmes, ses 60 bœufs et ses 3 camions. Il s'en acquitta. Quelques mois après, comme était venu le parti unique, arriva l'investissement humain. Le père de Diakité devait donner ses camions pour construire le pont du village. Il mit les camions à la disposition du parti, mais comme il n'y avait pas d'essence, la jeunesse LDN les incendia. Le vieux, très indigné, se résigna et même mima un sourire narquois. De toute façon, depuis l'indépendance, il n'y avait plus ni route ni essence. Un autre jour, les responsables se présentèrent. Le pont se construisait par l'investissement humain et ni Diakité ni son père ne participaient. Le vieux leur rappela que battait la moisson, que son fils ne pouvait quitter ni les bœufs ni le lougan. Il repartit, mais quand le soir Diakité, en rentrant les bœufs, passa sur le pont, la jeunesse LDN qui guettait sortir l'assaillit, le ligota, le déculotta, noua son cesse par une corde et comme un chien, le mit à la tâche et à un pieu du pont. Le père de Diakité courut supplier le secrétaire général du parti qui répondit que le socialisme étant la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, l'on ne devait plus marcher sur un pont à la construction duquel on n'avait pas participé. Le vieux l'adjura. Il demeurait inébranlable. Le socialisme était le socialisme. Le père de Diakité rentra chez lui, revint et somma d'aller détacher le supplicié. Le secrétaire général éclata de rire. Alors le vieux se déchaîna, épaula son fusil et le déchargea en pleine poitrine. Le secrétaire général se fondra. D'autres villageois accoururent. Le père de Diakité tira. La panique gagna le village. C'était la nuit. Le notable forcené se promena de concession en concession et l'un après l'autre abattit le secrétaire général adjoint, le trésorier et 2 autres membres du parti. Tout le village se réfugia dans la brousse. Il vint au marigot, délia son fils, dénoua son sexe et le délivra. Et heureusement, cette nuit-là, la lune perça. Pendant 3 nuits de lune, Diakité put se diriger dans la brousse, éviter les serpents et les fauves et rejoindre les frontières. Son papa fut jugé et fusillé. Il y eut un silence. La savane des lagunes était passée maintenant. Il traversait la forêt compacte. Les virages succédaient aux virages de sorte que les voyageurs étaient vannés, tangués et Fama fut pris de vertige et de nausée. Il souffla, cracha une salive gluante de la fade de la sève de baobab et se redressa. Le voisin de gauche prit le palabre. Lui aussi était un échappé du socialisme. Il s'appelait Konaté, était de race Bambara. Pourtant, tous ses traits étaient ceux d'un peul. Les tatouages tribaux, le maintien sec d'un abrisseau d'harmattan et les oreilles d'un orithérop, il se répétait constamment. Il avait fui à temps, juste à temps, puisque 3 jours après lui, on procéda à l'échange des billets et tous les commerçants furent irrémédiablement ruinés. Konaté avait la nostalgie de son pays. Il l'aimait, savait aussi que le socialisme, après, sera une bonne chose. Mais, comme pour tous les gros bébés, la naissance et les premiers pas étaient difficiles, trop durs. La famine, la pénurie, les travaux forcés, la prison. C'était pour atténuer les rigueurs du socialisme qu'il hantait les frontières, trafiquait les devises et contrebandait les marchandises. C'était vraiment pour Allah, l'humanisme, le patriotisme, qu'il voyageait et cela en dépit de tous les risques qui guettent aux portes du socialisme. Séri, le vis-à-vis de Fama répondit. Lui, Séri, connaissait le secret du bonheur et de la paix en Afrique.
Seri était l'apprenti chauffeur de Ouedraogo et à Califourchon, sur le bord de la carrosserie depuis le départ, il n'avait cessé de s'agiter, de chanter et de protester. Son patron conduisait trop prudemment, plus qu'un caméléon. Lui au volant, le caméléon aurait déjà laissé des kilomètres et des kilomètres. Il était tout luisant de jeunesse et de santé. Il avait des hanches et des bras rondelés et un cou de tourignon qui débouchait et débordait d'une culotte et d'une chemise déchirée et épaisse de bras, de gras, le visage fascinant d'un jeune fauve, les gros yeux et les dents blanches d'un chiot. Connaissez-vous les causes des malheurs et des guerres en Afrique? Non. Eh bien, c'est très simple. C'est parce que les Africains ne restaient pas chez eux, expliqua Seri. Lui, il n'avait jamais quitté la côte des ébènes pour aller s'installer dans un autre pays et prendre le travail des originaires alors que les autres venaient chez lui. Alors, avec les colonisateurs français avaient débarqué des Dahomey et les Sénégalais qui savaient lire et écrire étaient des citoyens français ou des catholiques. Des nègres plus malins, plus civilisés, plus travailleurs que les originaires du pays, les membres de la tribu de Seri. Les colonisateurs Toubab leur confiaient tous les postes, leur attribuaient tout l'argent et avec cet argent, les Dahomey couchaient nos filles, mariaient les plus belles, s'appropriaient nos meilleures terres, habitaient les plus hautes maisons. Ils égorgeaient nos enfants en offrant à leurs fétiches sans que la justice française intervienne parce qu'ils étaient les juges et les avocats. Quand il y avait un nouvel emploi où on faisait venir un Dahoméen de son pays et quand il y avait un licencié, un chômeur, c'était toujours un originaire du pays. C'était comme ça. Les Toubabs en haut, après les Dahoméens et les Sénégalais et nous autres au-dessous des pieds des riens, démontra Seri en superposant les mains. Aussi, dès que sonna l'indépendance, les Seris se levaient assaillis et pourchassaient les Dahoméens. Nous leur arrachâmes d'abord nos femmes, assommâmes leurs enfants, violâmes les sœurs devant eux, avant de piller leurs biens, d'incendier leurs maisons. Puis, nous les pourchassâmes jusqu'à la mer. Nous voulions les noyer afin de les revoir, nous voulions les noyer afin de les revoir, après rejetés par les vagues, les ventres ballonnés et méconnaissables comme des poissons dynamités. Par chance pour eux, les troupes françaises s'interposaient, les paquets dans le port et en étendirent l'entrée par des chars. Et les Dahoméens embarquaient. Après les Dahoméens et avec l'indépendance, le pays était vraiment bien. Il y avait du travail et des maisons pour tous. Alors, nos étudiants et intellectuels nous ont dit de chasser les Français. Ça aurait apporté beaucoup plus de maisons, d'argent et de marchandises. Mais c'était difficile. Il y avait les troupes françaises et puis ce n'était pas bien parce que sans les Français, il n'y avait pas de travail et nous ne voulions plus chômer. C'étaient les raisons pour lesquelles les Seris avaient refusé. Mais maintenant, les choses commençaient à se gâter encore. Parce que d'autres Africains n'étaient pas restés chez eux parce que venaient toujours en côte des ébènes les Nagos du Sud, les Bambara et Malinqués échappés du socialisme, les Mossi du Nord, les Aoussa de l'Est. Les Mossi et les Aoussa, ça passait encore. Ils venaient travailler et prenaient les emplois que les originaires n'aimaient pas. Le travail pénible et dangereux. Mais les autres et surtout les Nagos arrivaient aussi dénudés, pauvres, secs que le caleçon d'un orphelin et beaucoup plus sales encore. Et ils ne débarquaient pas seuls, mais accompagnés de leurs femmes pleines comme des magouillas et leurs mamailles plus nombreuses que 2 portées de souris, accompagnés aussi de leurs mendiants, de leurs aveugles, de leurs culs de jatte, de leurs démons, de leurs voleurs, de leurs menteurs qui ont envahi nos places, assiégé nos mosquées, nos églises, nos marchés. Et puis, valides ou invalides, les négoces ne travaillaient pas, mais rôdaient autour des usines, des ateliers et des magasins en tendant les mains. Par charité, nous leur avons offert l'aumône. Comme ils étaient secs comme des serpents morts et n'avaient pas besoin de nourriture, ils ont accumulé nos dons pour acheter des cigarettes et sont revenus nous revendre ces marchandises à crédit. Puis ce fut du riz, des chemises, des chaussures à crédit et en définitive, ils reçurent à nous avancer la moitié de notre salaire à des taux d'usurier. Ils étaient riches et ils ont occupé une partie de nos maisons et en moins d'une semaine, nos concessions étaient devenues aussi répugnantes que les yeux et les nez de leurs mamailles qu'ils ne mouchent jamais, aussi puantes que les fesses de leurs rejetons qu'ils ne touchent jamais. Alors, nous leur avons abandonné la concession.
Ils l'ont acheté, ils l'ont restauré, l'ont quitté et l'ont loué et se sont réattaqués à d'autres concessions. C'est ainsi qu'ils ont réussi à s'approprier toute la ville. Nos dirigeants ont commencé à les utiliser comme prête-noms pour acheter, vendre, prêter. C'est au négoce que les Français et les Syriens accordent les crédits. Et en définitive, nous travaillons et ce sont les étrangers qui gagnent l'argent. Nous sommes très mécontents de tout cela. Faut-il tuer encore, jeter encore à la mer? Cela n'est pas bien, conclut Séry. Et c'est pourquoi il disait que l'Afrique connaîtrait la paix quand chaque nègre resterait chez lui. Il y eut un silence parmi les passagers. La camionnette se relançait vers un parcours plus droit, chaud et aveuglant de soleil. Le fleuve Boudomo avait été passé, les aves se rapetissaient. Mais dix ont donc sommé le silence, comme le pet de la vieille grand-mère dans le cercle des petits-enfants respectueux. S'étonna Séry en prolongeant la phrase par un éclat de rire qui n'eut pas d'écho. Il leva les yeux et tressaillit en s'apercevant que tous côté des regards de stupéfaction. Il tressaillit en s'apercevant que tous côtés des regards de stupéfaction étaient fixés sur lui. Toutes les lèvres étaient tirées et tassées, les oreilles n'écoutaient que les soufflements du moteur. Et Fama entreprit de penser. Quand il présenta à Salimata la lettre annonçant le décès, elle s'écria « Allah ait pitié du décédé. Accorde-lui un meilleur repos. » Puis elle se leva de son tabouret, fit sonner les ustensiles comme « Que cherchait-elle au juste ?» et revint les mains vides, les yeux larmoyants. « Oui. Alors que comptes-tu faire, Fama ?»« Rien. Aller assister aux funérailles et revenir. » « En vérité, tu penses revenir dans la capitale, recommencer cette vie ?» Fama, dis vrai, supplia-t-elle. La vérité, Fama ne la savait pas. Il lui incombait de diriger la tribu des Doumbouya. Être le chef de la tribu avant la conquête des Toubabs, quel grand honneur, quelle grande puissance cela représentait. Toutes les mamas Doumbouya versaient des libations, tuaient des sacrifices pour que de leur juron descendit l'enfant qui serait le chef de la dynastie. Dans ce monde renversé, cet honneur sans moyens serpent, sans tête, revenait à Fama. La puissance d'un chef de tribu d'affamé n'est autre chose que la famine et une goutte de souci. Fama, tu devrais te préparer à refuser, à leur répondre non. La camionnette soufflait et grimpait une côte, s'éloignait un tournant tout à fait semblable à comme deux traces du même fauve à celui qui s'approchait tout scintillant de mirages. Un mont boisé perçait les nuages cendrés, vagabondant dans un firmament rapetissé. Désorienté, on se cherchait dans les paysages qui ne se démêlaient pas. Et puis, assis sur des bancs durs comme des silex, les fesses se maîtrisaient et les mollets et les jambes s'alourdissaient comme lestés par des mortiers et des fourmillements grimpaient jusque dans les genoux. Tu ne leur échapperas pas. Tu ne pourrais pas refuser l'héritage. Au village, les langues sont vraiment accrocheuses, mielleuses. Que faire alors? Devais-tu renoncer au voyage? Retourner dans la capitale? Non, ce n'est pas possible. Personne n'y songerait. C'est impossible. Dans ce cas, prépare-toi donc à hériter. C'est comme la main, deux choses seulement, la paume ou le dessus. Tu renonces au voyage ou tu pars pour hériter. Hériter tout, même les femmes. Les femmes aussi. L'enterré laissait 4 veuves, les 4 plus sérieuses pièces de la concession de la succession, dont 2 vieilles que le défunt avait acquises par legs. Ces dernières sûrement ne se coupleront plus. Quand on a enterré 2 maris, on doit se dire que les hommes n'ont plus aucun jus, aucun piment qui vous soit étranger. Mais les 2 autres, surtout Mariam, jeune fille, avait été promise à Fama parce que partout on protestait de le voir se consumer dans une stérilité aride avec Salimata. Cela ne se réalisa pas, d'abord à cause des sarcasmes de Salimata. Fama, disait-elle, réfléchis, regarde-toi. Te sens-tu capable d'enchevaucher 2? Avec moi, c'est aussi difficile que tirer l'eau d'une montagne. Et après chaque nuit, les douleurs qui circulent dans les reins et les côtes. Ensuite, parce que c'était à l'époque où les affaires périclitaient, où la politique l'accaparait. Bref, Fama avait refusé Mariam parce qu'il n'avait ni les reins ni l'argent. Au village, on avait juré, protesté, médit de Fama, un fils de chef qui courbait la tête sous les ailes d'une femme stérile, un devoyer, et on avait apporté Mariam en mariage au cousin Lassina. Ils avaient eu 1 ou 2 enfants. Ainsi s'achève ce chapitre. Nous constatons qu'il est encore d'actualité.
cas de nos jours, chaque peuple maintenant ne veut plus avoir d'étrangers chez lui. C'est ce qu'on constate en France avec cette campagne électorale concernant les législatives. Et c'est ce qui se passe chez nous en Côte d'Ivoire, même en Afrique du Sud, partout. Maintenant, chacun ne veut plus d'étrangers chez soi car il reproche aux étrangers d'occuper tout ce qu'il y a comme travail dans les pays. Ainsi, je vous dis à très bientôt. Bye!